Amis youtubeurs, bonjour et bienvenue pour ce mini-zoom du 27 mars 2020. Mini-zoom parce que version courte du zoom sociétal prévu. Titré plutôt « Il ne faut jamais gâcher une bonne crise » et sous-titré « Le virus transformé en opportunité pour plus de totalitarisme consenti ». Donc j'intègre également quelques scénarios, hypothèses de sortie de crise. Tous mes propos sont bien évidemment documentés dans la version longue qui sera mise en ligne sur le site Zenlist, Zencrise, également en version papier. Donc je ne suis pas dans la logique du complotisme qui consisterait à dire que le virus s'est échappé d'un laboratoire P4 à Wuhan, que ce serait le fruit d'une opération de la CIA, des Chinois, de la cabale, du groupe Bilderberger, de l'oligarchie mondiale ou autre esprit malin. Je constate simplement que ce virus, qui n'est une surprise ni pour les virologues ni pour les prospectivistes, dont la CIA qui l'avait intégré dans un de ses bouquins qui sort tous les 5 ans, La vision du monde, et puis encore moins pour les romanciers qui nous en avaient fait quelques beaux exemplaires. Ce que je constate, c'est que cette crise prévisible n'est non seulement pas préparée, mais en revanche bien utile sur tous les fronts et permet à nos dirigeants de transformer cette menace en opportunité. Il y a des gens, on apprend ça dans toutes les bonnes écoles, transformer des menaces en opportunités. Et on assiste là, alors c'est l'apothéose sur le sujet, on assiste là à un mix de Gustave Le Bon, La psychologie des foules 1895, Max Weber et puis Hayek réunis dans une même vision, ou bien on pourrait comparer ça aussi au meilleur des mondes, bien plus efficace que 1984. Pourquoi bien plus efficace que le roman 1984 ? Tout simplement parce que l'imposition du totalitarisme est beaucoup plus efficace par la peur que par la terreur, et ça, tout le monde l'a compris, nos élites en premier. Donc, peur savamment entretenue, depuis des années. On a eu la peur de la guerre jusqu'à la chute du mur de Berlin, puis la peur du terrorisme, les états du mal et ainsi de suite. Peur du terrorisme qui, entre parenthèses, est née probablement et sûrement même des opérations foireuses de la CIA en Afghanistan pour y virer les Russes. Donc retour de bâton, et maintenant on a la peur du virus qui tue l'homme. Virus certes mortel à grande échelle, et un mort c'est toujours un mort de trop, y compris chez nos anciens. Par contre, ce virus, s'il est mortel à grande échelle, est fortement contagieux, à l'échelle mondiale en plus. Ce qu'on oublie de dire, c'est que 99, je ne sais pas combien de personnes vont s'en sortir, et fort heureusement, au même titre que nos chaînes d'information en continu anxiogènes, qui entretiennent la peur, donc, comme par hasard, ont oublié hier de dire, d'annoncer les 676 exactement guérisons en Italie. Et pourtant, c'est des choses que les Français auraient bien besoin d'entendre, parce que le moral, c'est aussi un des critères nécessaires à la résilience qui viendra. Donc, elles sont faites pour faire de l'audimat, ces chaînes, et elles jouent sur l'attrait naturel de l'homme pour le morbide, qui fait que quand il y a un accident sur la voie opposée, tout le monde ralentit pour regarder. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, lui, traduit cette épidémie par la 6e catastrophe, qui va segmenter encore plus les populations entre les plus résistantes et les plus résilientes et les autres. Dans la deuxième phase de ce cycle de peur, c'est-à-dire la phase du terrorisme, on a vu les bourses connaître une flambée complètement décorrélée de l'économie réelle, et ce, sur une période excessivement longue. Donc on a connu un train de dossier excessivement long, et donc ce virus a permis, alors de façon je dirais redondante, a permis
de faire un grand reset financier et de ramener les cours de bourse à un niveau qui est plus proche de la réalité économique. Et là, ce virus a également permis de mettre en place une loi d'exception, une loi d'urgence sanitaire, c'est quand même mieux présenté comme ça, dont même le MEDEF n'aurait pas rêvé, c'est-à-dire une loi qui s'en prend aux 35 heures, qui s'en prend aux acquis sociaux. Bon, les 35 heures, ça fait un moment qu'on était passé discrètement à 39, payé 39 d'ailleurs, mais une loi d'exception qui, comme la loi précédente liberticide concernant le terrorisme, était-elle rentrée dans le droit commun? Celle-ci, il y a de grandes chances qu'elle soit comme la CSG, c'est-à-dire provisoire pour longtemps. J'aurais préféré que l'Assemblée puisse se prononcer sur la fin effective de cette loi correspondant à la décroissance du virus. Donc, dans cette version courte, je ne fais pas de décryptage ni un point détaillé de la situation que vous trouvez sur toutes les bonnes chaînes d'information. Je constate juste que sociétalement, cela se tend et que si la cohésion sociale existe concernant les soignants, les salariés, eux, commencent scindés en 3 groupes. Les télétravailleurs, les chômeurs et ceux qui ont les mains dans le cambouis pour faire en sorte que nos poubelles soient ramassées, les livreurs et autres. Les guerriers, comme les policiers et les pompiers et autres livreurs, commencent donc à avoir moins d'entrain à aller au combat, surtout qu'encore une fois, on les envoie au combat sans masque et les policiers ont prévenu, pas de masque, plus de contrôle. Et si j'étais ministre de l'Intérieur, ce qui n'arrivera pas, rassurez-vous, si j'étais ministre de l'Intérieur, je prendrais soin de mes forces de l'ordre et je les bichonnerais au vu de ce qui risque d'arriver en sortie de crise, qu'on va évoquer tout à l'heure. Et donc, problématique qui a généré ce matin l'intervention du Premier ministre pour nous dire rien, si ce n'est faire de la câlinothérapie envers justement ces forces de police, les pompiers, les instituteurs, tous ceux qu'il appelle la deuxième ligne et globalement tout le monde pour retourner au boulot. Donc on va faire un peu de prospective. La prospective, c'est pas la boule de cristal, c'est imaginer de façon ouverte et aussi pragmatique que possible des scénarios futurs, imaginables, possibles, en fonction des éléments à l'instant T. Ce qui veut dire que potentiellement, à T plus 1, c'est plus valable. Et donc, c'est une science, pour autant qu'on puisse appeler ça une science risquée pour celui qui la pratique, sauf pour les économistes qui arrivent toujours à expliquer a posteriori pourquoi ils se sont trompés et pourquoi ils avaient également raison. Donc, je vais prendre ce risque et je vais faire un peu de prospective pour prendre date ici. Donc, en sortie de crise, parmi les conséquences des conséquences à titre économique, j'en vois 4 plus éventuellement une. La première, elle est incontournable, celle-ci, je ne prends pas beaucoup de risques, c'est la hausse des impôts justifiée par l'argent prétendument dépensé. Prétendument dépensé parce que les 300 milliards annoncés, ce sont des garanties de prêts. Et puis, je peux vous dire que mes copains entrepreneurs qui essayent d'obtenir des prêts auprès des banques, en écoutant ce qu'on dit à la télé, eh bien, ma foi, on leur demande des dossiers comme ça, parce que, certes, on serait prétendument, non pas en catastrophe, mais en état de guerre, mais par contre, le fonctionnement administratif, lui, n'a pas changé. On peut s'attendre également à une hausse de l'inflation, ne serait-ce que pour éponger un peu les dettes et puis l'impression de la fausse monnaie. Troisième chose, l'augmentation du temps de travail qu'on a préparé en poussant la limite des 48 heures à 60, mais qui va probablement transformer les 35 heures devenues 39, qui va probablement les transformer en 40, voire 45, en fonction des négociations syndicales, pour la bonne et simple raison que la seule façon de produire de la vraie richesse pour un pays, au-delà de l'impression d'argent fictif, la seule vraie façon de produire de la richesse, c'est le travail. Et puis, on peut s'attendre à une baisse, voire à un crash de l'euro. Et éventuellement, j'en mets une cinquième, qui pourrait être la confiscation de votre épargne, de vos comptes courants, de vos assurances vie, comme le prévoit la loi Sapin 2 et la directive européenne. Mais dans tous les cas, il y a une chose dont vous pouvez être sûr, et là aussi je ne prends pas beaucoup de risques, c'est de vous dire qu'au final, c'est le citoyen contribuable qui paiera. Et donc,
il est temps, d'une part, de se débancariser autant que faire se peut, comme expliqué dans le décryptage finance, mais également de se défiscaliser en éventuellement travaillant moins, travaillant différemment, travaillant ailleurs. Donc, prospective, la suite sociétale pourrait être trois choses. Soit le totalitarisme consenti des masses laborieuses, c'est-à-dire on accepte la situation actuelle et puis on la prolonge, on la proroge. Situations où les plus virulents seront neutralisés par ces lois répressives qu'on vient de voter. Soit un coup d'État mené par un général avec une particule dans son nom. Soit une révolte. La révolte du peuple confiné que nous sommes, confinés par nos énarques et la médiocrité dont ils viennent de faire preuve, voire la criminalité dont ils viennent de faire preuve. Il y a quelque temps, la cause des Gilets jaunes, qui était juste sur le fond, c'est-à-dire pouvoir vivre honnêtement de son travail, était juste, mais elle n'a pas abouti parce qu'ils s'y sont pris comme des manches. Comme des manches parce que pas de chef capable de fédérer les troupes, pas de comité stratégique, on va dire, de gens qui réfléchissaient derrière, donc pas de stratégie. Après les forces de l'ordre, ils se sont mis à dos la population et ils sont soit allés trop loin, soit pas assez loin, mais en tout cas, ils ne sont pas allés assez vite en cadençant leurs manifestations de plus en plus violentes toutes les semaines. Donc, comme la CGT et son préavis de grève qui me paraît complètement décalé dans le temps, et ils se sont gourés de siècles, je pense. Donc, préavis de grève dans la fonction publique pour tout le mois d'avril. Vous imaginez, dans cette période de crise, la fonction publique s'arrêter pour le mois d'avril. Là, c'est envoyer le pays carrément les deux pieds dans la tombe. Par contre, c'est contre-productif, au même titre que le mouvement des Gilets jaunes, parce que ça va pousser les classes moyennes à apporter leur soutien à l'ordre établi. Légaliste, faute d'être légitime, puisque quand on est élu avec 18% des inscrits, on ne peut pas dire qu'on représente le peuple. Mais on va se retrouver comme en 68, quand on a rappelé De Gaulle au pouvoir, c'est-à-dire qu'on a rappelé la loi et on a rappelé l'autorité. Et si la braise des Gilets jaunes couve toujours et ne demande qu'à repartir, au vu de ce qui circule sur les pages Facebook des ultras jaunes, je crains fort qu'à la sortie de cette crise, une fois de plus, et une nouvelle fois en un an, le peuple des confinés que nous sommes se fasse voler sa révolte, sa révolution, voire sa jacquerie, par le peuple des confinis, au profit de l'exécutif dont la répression sera à la hauteur du danger ressenti. Donc encore une fois, c'est contre-productif et il faut s'attendre à ce qu'effectivement le peuple dans sa majorité rappelle l'ordre et l'homme providentiel qui, ça tombe bien, est déjà en place. Donc il se passe la même chose pour Emmanuel Macron qu'il a pu se passer avec De Gaulle, et quand on regarde la courbe de confiance, sa courbe de confiance qui grimpe quasiment en même temps que la courbe du coronavirus, on se dit que globalement, on imagine bien la suite. Et pourtant, courbe de confiance qui grimpe, malgré le fait qu'il ait d'une part ouvert les frontières et tracé une autoroute au virus. Tracer une autoroute au virus en s'affichant confiant en allant au théâtre, alors qu'il n'y avait pas besoin d'être un divin pour savoir que la Chine, qui déjà via des arrangements avec l'OMS, avait retardé la date de la diffusion, mais au mois de décembre, on savait déjà que le virus allait faire le tour de la planète. Et puis, parallèlement à ça, en laissant son Premier ministre, sa porte-parole, son ministre de l'Éducation, affirmer que l'on ne fermerait pas les écoles, alors que le ministre de la Santé italien avait conjuré notre ministre de la Santé de ne pas faire la même erreur qu'eux et de confiner au plus vite, puisqu'on n'a ni masque, ni test en quantité suffisante pour mettre en place une autre politique comme l'ont fait Singapour, Taïwan, enfin un tas d'autres pays qui forcément constatent un nombre de cas inférieur. Donc, en plus de ça, non contents, je dirais, de cette médiocrité, nos élus n'ont rien trouvé de mieux que de redonner une semaine de plus au virus pour se propager pour des raisons purement politiques qui consistaient à maintenir les élections municipales, quitte à dépenser quelques précieux masques
pour les électeurs qui se sont déplacés et les assesseurs dont certains sont aujourd'hui touchés. Donc maintenant, ou une fois la crise finie, la lutte aura lieu entre l'oligarchie du nouvel ordre mondial qui a mis Emmanuel Macron à son poste et les 60 millions de Français endormis depuis 50 ans, mais endormis volontaires, avec leur consentement, par les alternances gauche-droite bien arrangées, un coup toi, un coup moi. On fait semblant que tout bouge pour que rien ne change. Endormis par du pain et des jeux, c'est-à-dire les jeux et les aides sociales, la télé-réalité et tout ce qu'on peut connaître dans notre société, les beaux discours et les fausses promesses, comme les dernières concernant les masques, le futur plan hospitalier où, comme par hasard, on va trouver de l'argent, soi-disant, on va raser gratis après, alors que ça faisait quasiment un an que les urgences criaient au secours, appelaient au secours. Et en attendant, les masques, l'alcool pour faire le gel pour les mains et le réactif pour faire les tests sont en Chine. Chine qui affirme ainsi son pouvoir et qui nous fait comprendre qu'elle a redémarré et qu'elle entend bien rester l'usine du monde. À bon entendeur, salut, c'est-à-dire que tous ceux qui imaginaient une relocalisation heureuse pourraient bien en être pour leurs frais si jamais on rentrait dans une guerre des prix que manquerait pas de lancer la Chine et qu'on perdrait avant même de l'avoir commencé. Donc, nos économies exsangues perdraient forcément, on va dire, cette guerre. Et ça fera l'objet d'un prochain zoom sur l'aspect géopolitique et sur les conséquences géopolitiques et, on va dire, la façon d'organiser le monde et les relations entre des blocs, puisqu'il faut s'attendre à ce que les blocs, on a bien vu que les frontières se resserraient, que l'Europe va probablement pas pouvoir survivre dans ces conditions. Donc voilà, on étudiera ça dans un prochain zoom géopolitique. En attendant, je vous remercie, je vous donne, pour les plus intéressés, je vous donne rendez-vous sur la version longue que je vais essayer de mettre en ligne le plus vite possible avec mon petit tuyau internet. En attendant, prenez soin de vous, bon courage, à bientôt. Merci.